Aujourd'hui, nous recevons Adrien Lavizira, tête pensante du Labs Innovation VP, VP acteur incontournable de la tech et entreprise avec laquelle nous collaborons énormément au niveau ETNA. Donc il va venir vous faire une conférence sur l'IA et sur la manière d'appréhender une création d'application IA. Je vais le laisser la parole à notre invité et je vous remercie. Merci Cédric. Fais-moi signe si en termes de timing. Bonjour à tous. Faites-moi signe si je m'éloigne trop du micro et que vous commencez plus trop à m'entendre. Je parle pas toute la journée avec un micro, donc c'est pas mon expertise la plus forte. Merci d'être venu, merci à ceux qui nous regardent possiblement en stream, si le stream marche. Aujourd'hui, je vais vous parler d'applications génératives, ou du moins comment est-ce qu'on fait pour exploiter tous ces nouveaux outils. Nous, c'est une question qu'on s'est posée depuis le début de la GenAI chez VP, au sein du lab. Et si vous avez d'autres questions, il y a quelques étudiants à l'ETNA, je ne vais pas les nommer, qui bossent avec moi directement, donc vous pourrez approfondir avec eux les sujets que je vais vous présenter. Let's go. All right. Alors, j'espère que vous arriverez à lire. Autrement, je pense qu'il y a une retransmission via le live. Il y a peut-être la slide qui se verra, donc n'hésitez pas si vous arrivez à aller là-bas. Donc, mon nom, c'est Adrien Lavizira. Je suis le Head of Labs à VP. J'ai commencé ma carrière de développement en 2013. J'ai fait plutôt du développement créatif au début, tout ce qui est 3D dans le web, shader et autres. Je bossais plutôt dans des agences de pub, des petits studios de dev qui faisaient des sites expérientiels. Suite à ça, je me suis mis en freelance, j'ai bossé pour d'autres clients, et là pour le coup c'était moins du web, c'était plutôt application web, donc Swift et compagnie. J'ai bien aimé l'expérience de freelance, savoir et comprendre comment est-ce que en tant que dev on peut influencer une entreprise ou une équipe, juste la faire monter en compétences et en maturité s'ils ne viennent pas de ce milieu-là. Et ensuite, je suis passé par des plus grosses boîtes comme Accenture, un gros cabinet de consulting à plus de 500 000 employés dans le monde. Et du coup, là, ça prend tout un autre niveau. C'est-à-dire que moi qui dev tout seul mes sites en React, ou même pas en React à l'ancienne, mais et passer dans des salles de COMEX comme ça, où tu n'as que des gens en soute qui te disent ok, mais dans 5 ans, ma boîte, elle est comment, et comment tu vas m'aider à faire cette transformation. Ça, c'est le métier de consulting. Et moi, je me sentais pas forcément à ma place là-dedans. Néanmoins, c'était super intéressant de comprendre toute la machine, de bout en bout. Comment des dirigeants d'une entreprise, qu'elle soit grosse ou petite, pensent à leur avenir technologique, et comment ça retombe dans nos petites mains, nous, de développeurs, qui nous pensons nous-mêmes en étant le dernier maillon de la chaîne. Mais en fait, la réalité, on est juste l'action qui permet d'itérer l'innovation dans une entreprise. Donc, ne minimisez pas votre impact et sachez que vous êtes essentiel dans toutes les transformations d'entreprise. En termes de stack technique et choses que je maîtrise via les différents projets et pour rôle que j'ai eu, j'ai été obligé d'être assez transverse. Donc j'ai commencé par les techno web, JavaScript, TypeScript et autres, et je me suis retrouvé à faire des langages avec des lettres que je ne connaissais pas avant. All right. Alors, pour vous parler de VP, étant donné que je viens comme un émissaire de la part de VP, il faut que vous sachiez un peu ce que c'est VP. VP, c'est assez particulier parce que VP, c'est un site e-commerce quand personne ne pensait que l'e-commerce, c'était quelque chose qui existait vraiment. Donc, Jacques-Antoine, notre dirigeant, il a lancé VP à l'époque où Internet, c'était pas quelque chose qui était utilisé pour vendre. VP aujourd'hui, ça ressemble à ça. C'est une page simple dans laquelle on a ce qu'on appelle des doors, des portes. Il faut savoir que dans l'esprit de Jacques-Antoine, notre fondateur, tu te balades dans un centre commercial et ce centre commercial, c'est VP, et possiblement tu vas rentrer dans une boutique ou une autre. Et donc c'est toujours l'esprit qui est réutilisé aujourd'hui. Vous pourrez bâcher autant que vous voulez l'UX et l'UI de ce site et le business, mais Jacques-Antoine Granjon, c'est l'une des fortunes françaises, il est milliardaire et son business fonctionne bien. Donc peut-être qu'il a peut-être un peu raison.
Comment ça fonctionne? On fonctionne sous forme de vente flash. C'est-à-dire que tous les matins, à 7 heures, on a genre la billetterie de Beyoncé sur notre site. C'est-à-dire qu'on a un trafic monstre tous les jours. C'est une contrainte qui est dure, que tous les jours, à 7 heures, toute la boîte elle soit un peu au diapason pour savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce que mes ventes fonctionnent bien, est-ce que le trafic est bon. Ça, c'est quelques chiffres. 150 000 colis par jour, ça fait beaucoup de cartons, ça fait beaucoup d'envois. On n'est pas Amazon non plus, mais on est un bon client Colissimo. 15 000 ventes par an. Donc 15 000 ventes par an, ça veut dire que par jour, c'est pas juste une vente qui s'ouvre le matin, mais c'est un nombre de ventes assez grand. Et VP, c'est en Europe le leader de ce système-là. Et on est tellement leader qu'on a racheté nos concurrents. Donc en fait, c'est pour ça d'ailleurs que VP, ça s'appelle plus vente privée, ça s'appelle VP. C'est pour que la façon dans laquelle c'est entendu et parlé, ça soit plus international. Et on a environ 5000 humains derrière vente privée. Alright, passons ces slides de présentation de VP et rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter la façon dans laquelle on peut passer de un test sur ChatGPT, que j'adore, il n'y a pas de souci, mais comment est-ce qu'on arrive à en transformer une vraie application et comment est-ce qu'on arrive à exploiter ces outils de GenAI. Pour réussir à faire ça, vous avez besoin d'apprendre pas mal de trucs. Par exemple, les fonctionnalités d'un LLM. Peut-être que vous avez déjà utilisé des LLM, peut-être que vous avez déjà fait tourner des modèles sur vos ordi, peut-être que vous êtes allé un peu dans ce détail-là. Néanmoins, il y a des points qui sont assez intéressants à l'intérieur qu'il faut comprendre et maîtriser. Les embeddings, ça va être un bon gros sujet de cette présentation. Enfin, en tout cas, je ne vais pas y passer des heures, mais si vous devez retenir un truc, c'est plutôt cette partie-là, les embeddings. On va parler de vecteurs et on va parler de cosine similarity. Et ensuite, JSON Object, Structured Output, c'est super important pour réussir à convertir quelque chose que ce soit utilisable dans votre code. Et on terminera sur Supporting Tools, qu'est-ce qui est nécessaire autour de votre application pour comprendre ce qui s'y passe, et certains exemples qu'on fait aujourd'hui au lab à VP autour de la GenAI. Jusque-là, ça va? All right. Let's go. Alors, comment est-ce qu'on fait pour passer de ChatGPT à quelque chose d'un peu mieux? Donc ça, c'est le questionnement qu'on s'est posé en février 2023 environ, quand en fait, on a commencé à avoir des outils dans les mains qui étaient les tout débuts de ChatGPT ou même d'autres concurrents. Et on m'entend bien ou ça grésille? J'ai l'impression que ça grésille un peu. Non, ça va? Ok, cool. All right. En gros, nos dirigeants, ils nous ont dit, ou ils nous ont fait sentir que ChatGPT c'était cool, mais ils y croyaient pas trop, alors que nous on y croyait à fond. On se disait merde, comment ça se fait qu'ils sont pas embarqués là-dessus, alors que nous on trouve que c'est démentiel. Et du coup en fait on a compris qu'il fallait réussir à leur faire comprendre comment est-ce qu'on pouvait exploiter ce qu'il y a dans ChatGPT pour le business. Oups. Donc ça c'est ce que tout le monde dit. La GenAI c'est super, tu dois l'utiliser. Ou alors la GenAI, ça peut te faire économiser plein de temps dans ta journée. C'est un peu les arguments qu'on pouvait pousser à nos dirigeants. Et eux, ils entendaient plutôt ça. Ils entendaient, la GenAI, c'est pas forcément safe, ça te vole ta donnée. Un jour, ça va nous remplacer, donc est-ce qu'il faudrait qu'on investisse dedans ou pas? On veut peut-être pas être remplacé. Et en vrai, la GenAI, moi j'y crois pas du tout, parce que quand tu dis 1 plus 1 ça fait combien, parfois ça donne pas la bonne réponse. Donc comment est-ce que tu veux investir dans de la tech qui ne sait pas faire 1 plus 1, et toi tu me dis que ça va me solve mes problèmes de logistique? Voilà, donc il fallait pouvoir expliquer tout ça. Et l'autre problème, c'est que quand les gens se retrouvent sur cette page de ChatGPT, ils se disaient, en fait, ok, j'ai un champ texte, donc moi, Adrien, qui a fait 10 ans de tech, je sais ce que j'ai envie de lui demander et je sais ce que j'ai envie qu'il me réponde, mais X personnes de la finance ou de la vente ne savaient pas comment l'exploiter. Donc je lui demande quoi? Je lui demande en français ou en anglais. Est-ce qu'il va comprendre mes problèmes vraiment? Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que mes données vont être volées? Et est-ce que quelqu'un va se moquer si je l'utilise, quoi?
Donc ça, c'est un peu vraiment la réalité de ce que possiblement, peut-être c'est peut-être des questions que vous vous êtes posées, mais étant donné que vous êtes quand même dans le sujet, peut-être que vous avez eu des échos un peu différents. Néanmoins, ça, c'est le genre d'écho auquel on peut être confronté par des gens qui n'ont pas eu ce background tech et qui n'ont pas forcément la compréhension de ce qu'il y a derrière. Et donc en fait, ils étaient plutôt comme ça. Ouais, la GenAI, c'est trop cool. Sur LinkedIn, tous mes potes qui sont dirigeants du CAC 40 me disent qu'il faut que je l'utilise, mais moi, je ne sais pas comment l'utiliser. Bon, nous, on a commencé par régler le problème assez rapidement chez VP, c'est-à-dire que déjà, on leur a dit, donc en 2023, on a mis en place VP Chat. C'est littéralement juste un copycat de ChatGPT, mais sécurisé, privé et en interne à VP. Donc ça, c'était été 2023. Et concrètement, du coup, on est arrivé dans les équipes en leur disant, bah, en fait, vous pouvez utiliser ChatGPT. Il y en a encore qui appellent VP Chat ChatGPT. J'ai envie de les... J'aurais dit, mais les gars, c'est pas ChatGPT, c'est VP Chat, on l'a recréé. Néanmoins, c'était quoi le truc intéressant avec VP Chat, c'est que on contrôle la donnée, c'est-à-dire qu'on peut ne pas la regarder et on leur dit, en fait, aucun de vos prompts ne sont visibles dans ce que nous, on manage. Tout votre historique, il est juste en local storage dans votre navigateur, donc sentez-vous à l'aise de demander comment on fait cette formule dans Excel. En fait, personne ne va vous regarder. Donc déjà, ça, le fait de créer une confiance avec l'outil que vous construisez, c'est pas à négliger. Il faut que votre utilisateur soit en confiance pour utiliser votre outil. D'autant plus quand c'est une black box IA que presque personne ne peut dire ce qui se passe à l'intérieur. Alright. Donc, je vais vous parler d'un framework. Pensez pas à un framework comme React, Vue ou whatever. C'est plutôt une façon... C'est quoi les questions qu'il faut que vous posiez pour savoir si c'est un bon cas d'utilisation pour la GenAI. Donc, premièrement, si vous voulez solve quelque chose, un problème, ou vous voulez créer un projet avec de la GenAI, et notamment avec des Large Language Models, donc avec des modèles de langage, posez-lui la question déjà. Posez-lui la question juste sous forme de chat. Essayez de voir comment le modèle va réagir. Même si c'est sous forme de chat et que ce n'est pas une application finie, vous allez pouvoir comprendre et exploiter l'intelligence du modèle et comprendre si vous arrivez à décrire votre problème comme il faut et si le LLM va dans des pistes qui semblent intéressantes. Ensuite, forcément, vous pouvez itérer sur votre prompt pour faire en sorte que les informations que vous donnez à votre modèle d'IA contiennent l'ensemble des informations qu'il faut. Ensuite, vous validez les résultats, c'est-à-dire que vous vérifiez que ce qui renvoie, c'est toujours ce que vous vous attendez à recevoir, et vous pouvez automatiser ça en passant côté programmation. Alright. Alors, les LLM, on vient d'en parler, je ne vais pas vous passer à travers les papiers scientifiques qui expliquent comment ça fonctionne. Néanmoins, il faut que vous soyez au courant d'un papier en particulier qui s'appelle « Attention is all you need ». Exactement, je vois qu'il y en a qui lisent sur mes lèvres, et donc du coup ils ont dû l'entendre passer, et c'est très bien. Attention is all you need, c'est une mécanique qui permet, dans un problème de natural language processing, donc de comprendre le langage naturel, c'est une technique qui permet de mettre l'accent sur les parties de la phrase qui sont les plus importantes à récupérer. Donc comment est-ce qu'on arrive à extraire l'intention via le langage humain. C'est pas très compliqué, mais c'est très vaste en termes de largeur de calcul. Donc en fait, ça va être énormément de multiplications matricielles qui vont au final nous permettre de comprendre que dans notre phrase, le mot le plus important, c'est par exemple le verbe ou whatever. Bon, j'encourage à le lire. Vous allez sûrement comprendre 5 ou 10% si vous êtes assez chaud. Moi, je me place dans les 5%. Mais c'est super important et c'est super intéressant de voir c'est quoi leur approche et comment est-ce qu'ils réfléchissent à ces sujets. Bon, on parle de LLM, mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas que du texte. Les LLM, ils gèrent du texte, mais en fait, aujourd'hui, les modèles, ils sont multimodaux. Quand on parle de modalité, on parle de quelque chose qui ne serait pas du texte, mais par exemple une image, de l'audio, une représentation 3D de points dans l'espace, bref, tout ce qui est considéré comme du média. Donc le texte, ça peut en être un.
les images ou d'autres, ça peut être autre chose. Et donc, en fait, il y a vraiment il y a énormément de modèles. Si vous utilisez la plateforme Hugging Face, plateforme européenne, voire même presque française à la base, let's go French Tech. Si vous utilisez Hugging Face, vous allez retrouver vraiment un océan de modèles à utiliser. Et c'est super intéressant d'explorer pour voir ce que les gens arrivent à créer. Il n'y a pas que les modèles payants, il n'y a pas que les closed source, les modèles à poids fermé. Il y a énormément de modèles open source et c'est super intéressant de pouvoir les utiliser, essayer de les faire tourner, comprendre comment ils fonctionnent, c'est quoi leurs possibilités, leurs features. Et ce qui est trop cool, c'est que, c'était le sujet de la slide, j'essaie de me souvenir pourquoi je vous parle de ça, c'est parce qu'en fait les nouvelles techniques, elles apparaissent côté open source. En fait, la partie closed source, type par exemple OpenAI ou Mistral par exemple, même si Mistral il se positionne plutôt sur de l'open source, il y a quand même des parties qui sont closed source. Et en fait, ce que je veux dire, c'est qu'en gardant un œil sur ce qui se passe sur Hugging Face, vous allez pouvoir comprendre les nouvelles tendances et comprendre les nouvelles capacités. C'est pas forcément OpenAI qui va être le premier novateur à pousser quelque chose sur le marché. Ça existera peut-être déjà sur Hugging Face depuis un mois ou deux. Alright. Completion versus chat. Completion versus chat, c'est important de comprendre ce système-là. Quand vous utilisez un LLM, il a en fait un mode de fonctionnement. Un LLM, il est juste là pour prédire c'est quoi le prochain morceau de mots dans la phrase. Donc si on prend un exemple standard, Brian is in, on s'attend tous à avoir kitchen. Et le modèle c'est pareil, il fonctionne de la même façon. Donc en fait il est sur un système de complétion. Il est juste en train d'essayer de trouver le next token. Token étant une partie de mot ou un mot, mais juste un groupe de lettres on va dire. Et on l'a peut-être un peu oublié, mais au tout début, notamment sur GPT-2, donc c'est un modèle un peu plus ancien, qui était plutôt dans les années 2017-2018. Quand on utilise ce modèle-là, tu étais obligé de dire, par exemple, écris-moi un poème qui dirait que je suis le plus fort en tech et il ressemblerait à deux petits points. Et vous voyez, en fait, il fallait comme lui dire comme si il allait compléter la phrase, comme si c'était une phrase à trous. Et lui, après, il pouvait fonctionner. Si on lui posait une question comme aujourd'hui on fait, ce qu'on appelle un modèle qui a été instruct, c'est-à-dire qui fonctionne à l'instruction, en fait, ça ne fonctionnait pas du tout. Donc il faut comprendre que les modèles, en tout cas les LLM, ils sont souvent basés sur, à la base, un modèle de completion, et que nous, on a eu par la suite le modèle de chat, où en fait on a un échange de conversation. Avant, c'était que du one-shot. Donc le modèle, enfin, on voit pas grand-chose, désolé. La complétion versus le chat. Aujourd'hui, le chat, si vous verrez les slides d'une manière un peu plus clean, vous verrez que en fait, il y a un payload dans lequel on envoie le message et on donne le rôle. Est-ce que c'est le LLM qui a parlé ou est-ce que c'est l'utilisateur qui a donné cette information? Et en fait, c'est un système d'échange dans la conversation. Bon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous parler des embeddings. C'est un truc qui n'est pas forcément très visible pour les non-tech, pour les moldus de ce monde. Néanmoins, c'est un truc qui est ultra performant, ultra efficace, et c'est une des parties d'un modèle LLM. En fait, quand on envoie quelque chose, un texte dans un modèle LLM, il y a une première couche qui s'appelle l'encodeur, qui va prendre notre texte et qui va le convertir en chiffres. En fait, il va le convertir en vecteur. Et ça, cet encodeur, il peut être extrait et utilisé de façon standalone. C'est-à-dire qu'on va avoir juste un modèle d'embedding, juste un modèle dans lequel, quand on lui rend quelque chose, il nous sort des chiffres. Et ces chiffres, c'est un vecteur. Pourquoi c'est important? Eh bien, car c'est grâce à ça qu'on arrive à capturer la sémantique d'un contenu. La sémantique, c'est le sens humain que nous, on comprend. Et que quand on voit une image avec un ciel bleu et une colline verdoyante, on peut possiblement penser à Windows, on peut possiblement penser juste à des campagnes agréables. Et tout ce sens qu'on a, nous, humains, il va être encodé dans le vecteur.
Et les vecteurs, c'est très cool. Parce qu'avec les vecteurs, on peut faire plein de choses. Bon, il y a 2 slides où je vais vous parler de comment c'est créé. En fait, ça, c'est un peu le crash course machine learning. Si vous avez déjà un peu fait de ce genre de choses, vous avez peut-être déjà vu ce type d'information. Les vecteurs qui sont créés par le modèle d'embedding, c'est des vecteurs qui ont énormément de dimensions. Nous, genre au lycée et autres, on a plutôt l'habitude de penser à des vecteurs en 3 dimensions. C'est une flèche dans l'espace, 3 dimensions, c'est cool, notre cerveau il sait faire. Par contre, si je vous demande de penser à un vecteur à 768 dimensions, bah, là ça commence à devenir un peu plus complexe. Bon, pour l'ordinateur, c'est pas un problème, il fait du calcul matriciel, tout va bien. Comment on crée ces vecteurs? Il y a une technique assez basique qui s'appelle le one-hot encoding. Vous pouvez vous dire que sur l'entête, vous avez l'ensemble des mots d'un langage, donc l'ensemble des mots du dictionnaire dans un langage. Et quand vous prenez votre phrase, la phrase donnée par l'utilisateur, vous allez mettre un 1 en dessous de chaque colonne où il y a un mot. Donc si par exemple ma phrase c'est je m'appelle Adrien, bah, je vais mettre un 1 sous le je de tout mon vocabulaire. M'appelle, bah, ça commence à être un problème parce que M', ça encode quelque chose, un sens dans la phrase, mais c'est pas dans le dictionnaire M'. Donc on va se dire, bon, on va juste prendre appel. Appel, ça existe dans le dictionnaire, on met un 1, et au final vous allez avoir un genre de vecteur comme ça. Donc request, son vecteur c'est 1, 0, 0, 0, 0, feature c'est 0, 1, 0, 0, 0, etc. etc. C'est assez simpliste, et ce qui est un peu relou avec ça, c'est qu'on a toujours un vecteur qui est la taille de dimension de notre vocabulaire. Et donc du coup, bah, sur la langue française, je ne sais pas combien on a de mots, mais ça fait beaucoup. Sur la langue anglaise, possiblement on en a plus. Bon, un peu relou. Et donc il y a des modèles d'embedding qui nous simplifient un peu tout ça. Et au lieu d'avoir une colonne par mot de vocabulaire, on a plutôt un nombre condensé de vocabulaire, et les valeurs ne sont pas juste des 1 et des 0, mais c'est plutôt des chiffres à virgule. Pour créer un embedding, ça en Python ça fonctionne, et vous allez avoir votre embedding à la fin. Donc on a un import OpenAI, c'est juste parce qu'on veut utiliser un modèle d'embedding de chez OpenAI, et en fait c'est juste un API call dans lequel vous envoyez votre texte, vous précisez le modèle et ça vous renvoie votre vecteur. Celui-là, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser sous forme d'API. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser OpenAI pour utiliser un modèle d'embedding. Vous pouvez tout à fait faire tourner le modèle d'embedding sur votre ordinateur, même si vous n'avez pas de GPU. Un modèle d'embedding, c'est pas très lourd. Ça va vous demander un peu de RAM, mais vous pouvez le faire tourner sur votre ordinateur. Ou alors même, vous pouvez utiliser, je sais pas, une carte graphique que vous avez qui traîne, ou alors aller sur votre VPS, sur OVH ou whatever, faire tourner votre modèle d'embedding là-bas, et vous pourrez faire des millions d'embeddings par heure sans problème. Bon, maintenant que je vous ai parlé de ces vecteurs-là, essayons de voir en quoi ils sont intéressants. Je vous ai dit que ces vecteurs, ils encodent du sens. Ils encodent le sens de l'intention de la demande utilisateur. Donc, le vecteur qui représente le mot king, si on réduit la représentation à 3 dimensions pour nos cerveaux humains, king il se place à un endroit dans l'espace. Et ce qui est intéressant, c'est que le vecteur man, si on applique la transformation entre king et man, c'est-à-dire si on veut aller de king à man, le vecteur qui représente la différence entre king et man, et ben en fait, on va se rendre compte qu'il va être très très proche du vecteur qui représente le mouvement entre queen et woman. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on peut se balader dans cet espace, et cet espace il est cohérent. On retrouve les mêmes choses au même endroit. Quelque chose qui fait partie de la même thématique se retrouve au même endroit. Donc littéralement, on pourrait faire king, donc le vecteur king moins le vecteur man plus le vecteur woman égale queen. Et on tomberait bien dans la zone où il y a tout ce qui s'apparente comment dire, à la compréhension de ce que queen est. Donc peut-être que pas très loin de queen, il y a château ou couronne. C'est un peu cette idée-là. Quand on a beaucoup, désolé c'est un peu petit, c'est pas très important que ce qui est exactement écrit, mais il y a des outils qui permettent de vérifier cette projection. C'est-à-dire que quand vous avez une base de données avec des millions d'embeddings, par exemple, qui représentent, je sais pas, par hasard, genre des produits sur un e-commerce, vous pouvez
avoir des outils comme celui-là qui s'appelle Embedding Projector. C'est un outil open source où vous tapez sur Internet, vous tombez dessus. Et en fait, ça va vous permettre, par exemple, de voir en 3 dimensions la représentation de vos vecteurs, leur répartition, et donc possiblement de faire des petits tests. Si on clique sur le mot géographique, qui est un des mots présents, par exemple, qui aurait été vectorisé, et ben on voit tous les points qui sont les plus proches de géographique. Vous ne pouvez pas du tout lire, mais ici il y a continent, ensuite il y a map, ensuite il y a plein de choses. Ça veut juste dire qu'on arrive à faire un calcul pour trouver qu'est-ce qui est le plus proche. Quel est le vecteur qui pointe au plus proche dans la dimension de celui que je viens d'envoyer. Je ne sais pas si ça a fait ring dans la tête de certains, mais ça veut dire qu'en fait on peut créer pas mal de systèmes. Je vais vous présenter 3 systèmes. Un système de recherche, un système de recommandation et un système de questions-réponses. Tout ça, ça fonctionne uniquement parce qu'on arrive à encoder le sens de ce qu'on veut, des images, du texte ou autre, en vecteur. Comment est-ce qu'on crée un nouveau moteur de recherche? Donc, sachez que ça peut paraître très simple, mais il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont même pas ouvert le sujet. Toutes les entreprises qui ont un moteur de recherche, enfin toutes les entreprises, tous les sites on va dire, qui ont un moteur de recherche, je suis prêt à mettre ma main à couper qu'il y en a 90% de ceux que vous utilisez ou que vous naviguez, notamment des Français, qui n'ont même pas encore ouvert le sujet. On va transformer notre moteur de recherche en recherche sémantique. Peut-être parce que ce n'est pas leur priorité, peut-être parce qu'ils n'ont pas la maturité sur ce sujet-là. Si je vous dis comment la blockchain fonctionne ou comment le métaverse fonctionne, vous n'avez peut-être pas pris le train de ces tendances. Idem pour l'IA et ces sujets-là, il y en a qui ne prennent pas forcément le train, mais donc du coup ça peut possiblement les mettre en retard vis-à-vis de leur compétition. Comment est-ce qu'on permet une recherche sémantique? Et surtout, c'est quoi la différence entre une recherche sémantique et une recherche à mots-clés? On a tous appris que dans Google, il ne fallait pas dire comment est-ce que je peux m'habiller aujourd'hui, mais plutôt, je ne sais pas... l'exemple que j'ai pris, désolé, mais je sais pas, tendance, fashion, enfin j'en sais rien. En fait, on va rechercher par mots-clés, on va pas poser notre question avec un point d'interrogation à la fin. Nos parents le font et ça fait que les questions, il y en a comme ça, mais la réalité, c'est qu'en fait, ça fonctionne par mots-clés. La différence avec la sémantique, c'est ça la différence. C'est qu'en fait, on peut s'y adresser de manière naturelle. On peut dire, dans le moteur de recherche VP, pas encore, mais ça va venir, je recherche un outfit de randonnée pour mon copain, ou je recherche une tenue de soirée, le thème c'est noir et blanc. Si vous recherchez ça sur Zalando, vous allez possiblement avoir des crocs qui vont sortir, parce qu'en fait le système ne fonctionne pas comme ça. Bon, comment est-ce qu'on le crée maintenant? C'est très simple. On a juste besoin de prendre la demande, c'est un texte. On a vu comment vectoriser un texte, on va exactement faire ça. How to analyze customer feedback. On crée un vecteur avec ça, et ça va être notre embedding query, notre query embedding. Et de l'autre côté, on a toutes nos possibles réponses. Donc là, on est dans le cas où on est possiblement dans un cas d'entreprise, et il y a quelqu'un qui dit, en fait, c'est quoi le process pour analyser les retours clients? Est-ce qu'il y a déjà un process comme ça quelque part? Est-ce que quelqu'un peut me guider? Il suffit qu'il y ait un PDF quelque part, dans par exemple un Drive ou un Data Lake, peu importe, un PDF qui a été écrit par Jean-Michel en 2002, qui explique comment ça fonctionne, et si tous ces documents-là, on en crée des vecteurs aussi, et finalement, on peut très facilement comparer le vecteur de cette question avec l'ensemble des vecteurs des documents et présenter à la personne qui nous a fait la recherche le document pertinent vis-à-vis de sa question. Ça fonctionne si on a des documents qui contiennent l'information, mais ça peut aussi fonctionner si on a des informations qui sont morcelées dans différents documents. C'est très basique, mais ça fait un effet de fou. Notamment parce que ces documents, ça peut être, nous, imaginez-vous, dans le cas de VP, on a environ 300 000 nouveaux produits par mois. Enfin, même un petit peu plus. Je pense que Joao devrait savoir du fait de son projet en ce moment. Désolé, je t'ai pointé du doigt. Néanmoins, sur VP, on a des centaines de milliers de produits. Notre catalogue est tout en mouvant. Comment tu fais pour réussir à répondre à la question je recherche un outfit pour ma soirée blanche et noire, enfin thème blanc et noir.
quand ton catalogue il est mouvant, la data, ils nous ont dit les techniques que nous on a aujourd'hui, c'est des techniques où ça demande à réentraîner un modèle pour pouvoir réussir à avoir une pertinence dans le résultat. Enfin, en tout cas, c'était pas forcément leur sujet et c'était pas les priorités qu'ils géraient actuellement. Donc, nous, on a par exemple exploré cette technique-là et c'est super pertinent, c'est super powerful. En fait, tu peux taper Saint-Patrick et tu auras des résultats de produits qui sont genre des vêtements verts, par exemple. Tu n'as pas du tout parlé de vert, mais tu as parlé de Saint-Patrick. La Saint-Patrick, c'est connoté à un univers qui est beaucoup vert la plupart du temps, ou même au trèfle. Et donc tout ça, c'est gratuit en fait. C'est gratuit et ça vient grâce à ce qui est encodé dans ces vecteurs. Comment ça marche un système de recommandation ? On veut recommander un produit à un utilisateur. En fait, vous avez vu, le schéma, il n'a pas bougé. J'ai juste changé les textes sur la slide. En fait, c'est exactement pareil. Et c'est ça qui est fou. C'est que d'un côté, on peut faire de la recherche pour un moteur de recherche dans une base de documents qui est énorme. Et la recherche, elle est presque instant parce qu'en fait, faire une cosine similarity, ça demande presque rien à l'ordinateur. Je rentrerai dans le détail de la cosine similarity après. Un système de recommandation, là, par exemple, c'est... alors, j'ai gardé le même titre, enfin la même query, mais concrètement, ça pourrait être recommande-moi des produits qui... selon ma liste d'achats, selon mes achats précédents, recommande-moi des produits qui seraient complémentaires. Et encoder ça dans un vecteur et le comparer à des photos de produits, par exemple, ça fonctionnerait comme un système de recommandation. Je vous ai dit que c'était des représentations dans l'espace avec beaucoup de dimensions. Mais en fait, il y a des algorithmes qui permettent de réduire ce nombre de dimensions. Généralement, ça s'appelle Principal Component Analysis. On va analyser quel est le composant principal de notre vecteur et on va le réduire en dimensions. Là, par exemple, on a une représentation 2D de moult vecteurs qui ont à la base 1024 dimensions. Et en fait, ce qui est trop cool, c'est que nous, 2D en tant qu'humains, ça marche bien, on arrive à comprendre. Et on peut très facilement faire des clusters en comprenant que un certain nombre de données sont dans une certaine zone. Par exemple, ça peut être la représentation du catalogue de VP actuellement. Il y a des produits qui sont vachement écartés des autres. Ça se trouve, ça c'est les produits, je sais pas, de voyage. Et tout ça, c'est les produits de fashion. Mais dans fashion, on a peut-être les sneakers, les t-shirts, les sandales, etc., etc. Et ça, en fait, avant, c'était un peu plus compliqué parce qu'il fallait réfléchir à ce qu'il fallait qu'on catégorise, il fallait qu'on construise un modèle qui était très proche de ce qu'on voulait faire pour ce cas précis. Et avec les modèles d'embedding, en fait, c'est gratuit, quoi. Enfin, c'est déjà fait pour nous. Alors, attention, hein, c'est pas magique, hein, il y a plusieurs modèles d'embedding différents, avec certains qui ont des capacités plus ou moins fortes. Néanmoins, vous pouvez vous attendre à avoir ce genre de gain direct. Bon. Ça, c'est un peu petit et la salle est très grande. Néanmoins, je vais faire le voice-over. Là, on parle de vecteurs, mais j'ai commencé en parlant de LLM, et là, on ne parle plus de LLM. Bon, c'est quoi cette histoire ? En fait, le truc, c'est que les vecteurs et les LLM, quand en plus on les utilise ensemble, alors là, c'est super puissant. Dans l'exemple de tout à l'heure, on essayait de chercher un document dans une base documentaire. Possiblement, si on renvoie qu'un seul document, l'utilisateur déjà il ne va pas trop savoir si le document il fait 200 pages, où est-ce qu'elle est ma réponse dans le document. Et puis en fait, nous on aura retourné la partie du document qui est la plus proche en termes de sémantique à la question, mais il n'y a pas tant une espèce de genre de reformulation, il n'y a pas quelque chose qui est adapté, il n'y a pas eu un peu ce service à la personne de l'IA. On lui a juste balancé le document et fait avec. Et le système de question answering, en fait, c'est le fait de pouvoir rajouter un call LLM après notre premier système de recommandation. Là, vous retrouvez ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Une liste de documents qui est déjà vectorisée dans une base vectorielle, par exemple. Postgre, c'est très bien. La query utilisateur qu'on vectorise, on va prendre un ensemble de documents qui sont les possibles réponses. C'est comme s'il y avait un libraire qui vous avait donné les 4 bouquins qui vont vous aider pour votre exposé. Il vous a donné les possibles réponses. Mais c'est à vous d'aller chercher à l'intérieur quelles sont les réponses. Et utilisons un LLM pour ça. Le LLM, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner la demande de base de l'utilisateur, donc celle qu'on a encodée ici. On l'a encodée en un vecteur, mais au LLM, on va lui réécrire. On va lui dire, voilà la demande à la base de l'utilisateur, et voilà ensuite
ce qu'on appelle des chunks, ce sont les morceaux de possibles réponses. Et on va dire au LLM, basé sur la demande de l'utilisateur et selon les chunks que je viens de te renvoyer, les possibles réponses, résume une réponse formatée et compréhensible pour l'utilisateur. Ça fonctionne très bien, vous le verrez partout, ça s'appelle du RAG, c'est du Retrieval Augmented Generation. Donc Retrieval parce qu'on va chercher des documents, Augmented Generation parce que la réponse qui a été donnée, elle n'a pas été basée sur la mémoire à long terme du LLM, sur son entraînement de base, mais plutôt sur des documents qui sont frais et qui sont propres au business. Et ça, les boîtes, elles adorent. On utilise un LLM, ok, mais le LLM, il ne sait pas ce que c'est VP. Jacques-Antoine, mon dirigeant, la première fois qu'il a pu possiblement utiliser VP Chat, ça se trouve, sa première question, c'est qui Jacques-Antoine? Et si le LLM répond, je ne sais pas, alors la réalité, c'est que vu que Jacques-Antoine il a une page Wikipédia, il sait. Néanmoins, c'est qui le CTO? Peut-être que là, il ne savait pas. Et grâce à ça, VP Chat, il peut dire, le CTO, je sais que c'est Min Kwan d'ailleurs, maintenant. Donc voilà, donc ça vous permet de ce qu'on appelle grounder, donc faire en sorte que le LLM ne réponde pas avec ses propres connaissances, mais basé sur des connaissances que vous lui avez données. Et vous n'avez même pas besoin de vous les choisir, étant donné que vous pouvez utiliser les vecteurs pour les fournir. Jusque-là, ça va? Oui? Donc la question, c'est concrètement, qu'est-ce que je mets derrière le mot document? Ce qui est très cool, c'est qu'il y a quelques temps, alors l'IA, ça va très vite. Et donc quand je dis il y a quelques temps, c'était genre l'année dernière. Il y a quelques temps, les documents, ça ne pouvait être que du texte. Parce que les LLM étaient, ou même les modèles d'embedding étaient unimodales. Le texte, c'était ce qui était intéressant, enfin ce qu'on pouvait traiter. Aujourd'hui, on sait traiter de l'image, on sait traiter de l'audio, on sait traiter presque en fait tous les médias qu'on a l'habitude d'utiliser, la vidéo et autres. La vidéo, concrètement, c'est le nombre d'images par seconde, ça te fait des images, et donc en fait la vidéo, c'est comme des images. Par contre, pour l'audio, c'est différent, ou pour des documents type PDF et autres, il va falloir utiliser des techniques d'extraction. Donc en fait, le PDF, ce qui est bien, c'est que la plupart du temps, il y a quand même du texte dans le document, mais le PDF, parfois, il embed des charts, il embed des images. Et donc ça, il faut quand même réussir à avoir une technique d'extraction de données qui est assez performante pour qu'après, tu puisses vectoriser. Je vous conseille de regarder Mistral OCR, qui est du coup un modèle de Transformers, mais qui utilise de Optical Character Recognition pour faire ça. C'est très bien. Il y en a d'autres qui le font en open source, Docling et autres. Ok, comment on l'utilise dans le code? Parce que concrètement, on est venu pour ça. Vous êtes des développeurs. Une fois que vous serez sorti de cette conférence, comment est-ce que vous appliquez tout ça? Alors, là, l'exemple que je montre, c'est je suis dans VP Chat, je teste mon idée, et mon idée, c'est à quel point je peux analyser un sentiment sur une phrase. C'est un exemple assez basique, mais ça vous montre le process. Donc, réponds-moi en JSON avec une propriété sentiment vis-à-vis du message suivant. Le message, c'est « je suis fâché ». Et donc, le JSON renvoyé, il est ici. Le JSON renvoyé, c'est un JSON où il y a une propriété sentiment et la valeur, c'est négative. Est-ce qu'il y a des yeux affûtés parmi vous qui vont réussir à comprendre ce qui me dérange dans cette réponse ou pas? À peu près. En fait, ce qui me dérange, c'est ça. C'est les tags de Markdown qu'il y a autour de sentiments. Parce que concrètement, si je récupère ce résultat dans mon code et que j'essaye de faire un JSON parse, vous connaissez l'histoire, c'est pas un JSON valide, et donc du coup, ça fonctionne pas. Donc c'est pas suffisamment proche d'être utilisé de cette façon-là. Mais en sentiment, il avait dit que c'était négatif, c'est quand même cool. Bon, du coup, c'est là où on rentre dans le JSON mode et le structure d'output. Le JSON mode et le structure d'output, ça vous permet de contrôler de façon précise comment le modèle va vous répondre. Donc là, le payload que vous voyez sur la gauche, désolé, il n'est pas forcément très clair, mais concrètement, c'est cette partie-là ici qui dit au modèle « réponds-moi en JSON, quoi qu'il arrive ». Donc il n'y aura pas, le markdown autour, et donc ça, c'est cool, un JSON, parce que moi, dans mon code, si je le récupère comme ça et que je fais un JSON parse, j'ai un vrai objet dans lequel je peux faire data.sentiment, et je vais avoir un négatif derrière. Je suis super content, je l'envoie à mon chef de projet, et il me dit c'est trop cool ta démo, mais il faudrait pouvoir extraire le sentiment sur une échelle de 1 à 5, et pas juste négatif, positif.
Bon, on la connaît celle-là. Et ben en fait, très simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais spécifier. Donc là, j'ai juste augmenté un peu la réponse. Au lieu de lui dire que je voulais que ce soit juste du JSON, je vais lui dire que je veux que ça soit du JSON et que ça soit une réponse numérique. Je vais typer le schéma. Et en fait, je dis ma propriété sentiment, je veux que ça soit un type number. Et dans mon prompt, je lui ai dit que je voulais que ça soit de 1 à 5. Il m'a envoyé le message à 18h23, 18h25. On a sentiment vis-à-vis de la phrase « je suis fâché », un sentiment de 1. On a une échelle de 1 à 5 comme lui l'a proposé. « I'm happy »,« he's happy ». On passe à la suite. Je vais rapidement passer sur les supporting apps, parce que je vois que l'heure avance. Quand on utilise tout ça, donc pour résumer là, la partie que je viens de vous présenter, s'il y a deux choses que vous devez vous souvenir, c'est les embeddings, c'est des vecteurs à beaucoup de dimensions qui me servent à encoder du texte, enfin à encoder le sens d'un texte, d'une image ou d'un document. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est si je veux utiliser un LLM dans mon code, donc c'est-à-dire que si je veux demander à un LLM de prendre une décision, me donner une indication dans mon code, il faut que j'utilise du JSON mode ou structured output. Mais juste en tout cas, je veux qu'il me réponde en JSON. Avec ça, vous avez de quoi jouer. Vous pouvez vraiment essayer d'appliquer n'importe laquelle de vos idées. Les supporting apps, c'est super important. En fait, rapidement, on s'est rendu compte que si le prompt qu'on utilisait, par exemple, pour dire « fais l'analyse de sentiment de ce retour client et classe-le-moi comme il est vraiment pas content » ou ça va, il est pisse, il veut juste un petit remboursement de frais de port » ou un truc comme ça. Bon, le business, assez rapidement, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas dans la code base, ils vont avoir envie de mettre les mains dans le cambouis. Ils vont avoir envie de... Soit ils vont venir vous déranger en vous disant « Ah, il faut ajuster la règle, il faut ajuster ça », soit sinon ils vont vouloir eux-mêmes écrire le prompt parce qu'eux aussi font du chat GPT à la maison. Et c'est très bien. C'est très bien parce qu'en fait, ça délègue la responsabilité business. Le code logique que jusqu'à présent on a maintenu, la business logic qu'il y a dans notre code, en fait, on peut presque l'extraire et l'encoder dans un prompt. Et ce prompt, ce qui est cool, c'est que c'est des gens qui peuvent l'écrire parce que c'est du langage naturel. Donc, laissons-leur la responsabilité du prompt. Nous, en tant que développeurs, créons la plateforme, créons le fait qu'on puisse exécuter des calls LLM et laissons-les, eux, manager leur prompt. Et donc, pour ça, ils vous font une plateforme de management de prompt. Ce dont je suis en train de vous montrer là, c'est Langfuse. Langfuse, c'est la plateforme de gestion d'usage de LLM. Ça ne fait pas que du prompt management, mais ça, c'est trop cool. Parce qu'en fait, votre prompt, c'est comme si c'était sur un Strapi ou un WordPress, c'est ailleurs. Votre contenu, il est ailleurs. Votre prompt, il est ailleurs. Et vous, quand vous allez faire votre call vers votre LLM, vous allez juste demander à Langfuse, donne-moi la dernière version du prompt nommé gestion des retours clients. Et vous aurez le texte que côté business, ils ont écrit. Bon, forcément, il leur faut un petit peu de maturité sur l'utilisation des prompts, mais c'est déjà pas mal. Vous avez aussi une gestion de la version, donc ils peuvent itérer dessus et taguer, c'est celui-là qu'on veut utiliser, c'est celui-là qui est en production. Donc ça, c'est top. Vous pouvez aussi lui envoyer des variables et tout. Langfuse, il est aussi intéressant. Je vous parle de Langfuse parce que moi, perso, c'est celui que j'ai bien aimé et qu'on a utilisé à VP. Il y en a d'autres, hein. J'ai rien pour eux et ils ne me payent pas ou quoi que ce soit, mais j'aime bien leur projet. Il y a des datasets aussi qui sont intéressants sur Langfuse. Imaginez, vous avez donc votre gestion de retour client qui est interprétée et triée par un LLM. Super, vous avez gagné du temps, vous ne tapez pas la lecture de tous vos retours clients et surtout vous ne ratez pas ceux qui sont un peu urgents et corsés. Néanmoins, le monde de l'IA et le monde des modèles va super vite. Si je vous demande c'est quoi aujourd'hui le modèle le plus performant de OpenAI, peut-être que vous n'avez pas vu qu'hier, il y avait O3 qui était release. Mais est-ce que vous vous souvenez de GPT 4.5 et GPT 4.1 qu'ils ont sorti il n'y a pas si longtemps, mais O4 mini, il est aussi super cool. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que tous les jours, il y a un nouveau modèle. Donc, les datasets sont super importants. Un dataset, pour le cas dont je vous parle de customer gestion, là, retour client, vous pouvez vous le préparer. Donc vous pouvez vous dire, je vais prendre l'historique de 6 mois de customer client, ou 1 mois si vous avez beaucoup de données, et le jour où vous voulez changer de modèle,
et ben vous faites retourner ce dataset et vous vérifiez si le changement de modèle n'a pas impacté la gestion de vos règles comme vous les souhaitiez. Et donc c'est pour ça que ces plateformes de supporting apps, elles sont importantes, parce que les fondations en dessous de nos applications, elles bougent beaucoup. Nous, en tant que développeurs, déjà qu'on trouvait que, je sais pas, possiblement les frameworks front, ça popait tous les mois, bah là, dites-vous qu'un modèle d'IA, ça pop tous les jours. Et ils disent tous qu'ils sont state of the art. Donc en fait, c'est compliqué. Donc outillez-vous et faites en sorte que si vous faites un changement dans votre système, bah, vous soyez sûr et que vous puissiez argumenter en quoi c'est OK. Il y a un système de scoring. Quand on fait des évaluations via des datasets, en fait, il y a des mécaniques qui sont intéressantes à créer. Si vous voulez tester un LLM, ce LLM va vous répondre ce pourquoi il a été demandé. En fait, il va proposer sa réponse. Néanmoins, cette réponse, comment vous faites pour vous assurer qu'elle est valide ou pas? Est-ce que c'est une réponse qui est bonne? Alors, vous avez le choix de passer à travers l'ensemble des réponses vous-même. Si vous avez un dataset de 4 000, 5 000, 10 000, 100 millions d'items, ça va être un peu intensif de passer à travers toutes ces réponses-là. Et donc, du coup, ce qui est intéressant de faire, parfois, c'est d'utiliser un autre LLM comme étant le juge d'un premier LLM. Je ne vous dis pas que c'est bulletproof. Néanmoins, ça vous fait gagner beaucoup de temps et ça vous donne une tendance. Donc, actuellement, je suis sur un modèle, par exemple, je suis sur GPT-4o. Mon système de customer feedback est géré par GPT-4o, c'est super. Là, il y a une semaine, il y a 4.1 qui est sorti. J'ai envie de tester si 4.1 est bon. Et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à mon premier modèle de générer une première réponse. Et ensuite, je vais demander à un deuxième LLM, plus puissant ou connu ou maîtrisé, de juger les réponses du premier. Et étonnamment, ça marche plutôt bien. En fait, pourquoi ça marche bien? Même si ce modèle-là, il est peut-être plus ancien ou quoi, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont séparés. Ils sont dans deux bulles différentes. Le deuxième LLM, lui, la seule chose qu'il va recevoir, c'est les règles qui vont valider si oui ou non cette réponse elle est valide. Alors que lui, il faut qu'il juge, il faut qu'il estime par lui-même si ce document à traiter, en fait, ils ont juste deux tâches différentes. Et ça permet d'avoir, même avec des modèles qui sont petits, des bons résultats sur est-ce que c'est valide ou pas. Je n'ai pas forcément d'exemple plus concret à vous donner, mais gardez en tête que vous pouvez faire un LLM juger les réponses d'un autre LLM, et c'est pas si déconnant. Le monitoring, c'est super important. En fait, le monitoring au niveau de l'usage d'IA, ça nous donne beaucoup d'informations sur si le système fonctionne bien. Il y a forcément une gestion des coûts. Si vous n'êtes pas en train de faire tourner un modèle sur vos propres infras, les coûts vont être liés au nombre de contenus que vous envoyez au LLM. Les tokens, majoritairement, on compte comme ça. Ça peut vite s'envoler. Chez VP, quand on a lancé VP Chat, on a commencé à avoir des Wikipédia complets qui commençaient à se faire indexer par des gens parce qu'ils se disaient bah, ça pourrait être intéressant de rajouter la base de connaissances de Wikipédia dans VP Chat. Ok, pourquoi pas? Mais en fait, ça devient énorme comme données à traiter. Donc, gardez du monitoring. Là, je vous ai donné l'exemple avec Wikipédia, mais ça peut être un utilisateur à vous qui, en fait, commence à parler nuit et jour avec votre bot de support client, juste parce qu'il y trouve un intérêt. Et bref, autant qu'on peut checker si on se fait des DOS ou pas, bah, pour les modèles, c'est intéressant de comprendre leurs usages et comment nos utilisateurs envoient des données dessus. On en arrive à la dernière partie de cette présentation. Là, c'est concrètement qu'est-ce qu'on fait, nous, avec de la GenAI chez VP. VP Chat, on en a parlé. Je vais passer rapidement sur ce projet. On le présente comme étant l'outil journalier de productivité pour les employés de VP. Il est accessible soit sur vous ne pourrez pas accéder à cette URL, c'est un VPN, c'est un réseau interne. Néanmoins, on le met à disposition via Internet, via le web ou via Slack. Et ça, c'est super cool, de pouvoir parler à un LLM dans ton thread
tu es en train de parler avec ton chef de projet ou whatever, vous ouvrez un thread sur un souci d'un truc, et en fait, à un moment, tu te dis, non mais viens, en fait, on ping VP Chat et il va nous dire un peu, il va peut-être nous aider ou il va nous aider à trouver d'autres informations. Donc ça, je trouve que c'est un truc qui est assez powerful. Ça, c'est pas à jour, mais c'est intéressant pour une seule et bonne raison, c'est que si on représente VP Chat en termes d'infrastructure, pour ceux qui jusque-là se disaient ils font juste un call à OpenAI et en fait ils ont wrappé ChatGPT, et la réalité c'est que le seul call qui part à OpenAI, il y en a un, voilà, c'est cette ligne-là. Voilà. Ça c'est le call qui part à OpenAI. Tout le reste, c'est propre à votre business, c'est propre à ce que vous voulez construire, et il y a beaucoup de façons de le faire de manière différente. Majoritairement, nous, ce qu'on utilise, c'est Semantic Kernel. Semantic Kernel, c'est un framework très récent de chez Microsoft, et donc c'est basé sur du C#.net. On est assez fan chez VP du C#.net. Perso, moi, je l'utilise pas forcément pour prototyper, mais pour des systèmes de cette ampleur, why not? Donc C#.net et Semantic Kernel, ça va être l'orchestrateur global des demandes et de comment utiliser les modèles ensuite, ou utiliser la knowledge base, ou utiliser l'ensemble des autres choses qu'on a pu plugger à VP Chat. Imaginez-vous juste que notre vision, c'est de se dire que tu as un point d'entrée unique, peu importe que tu sois tech ou pas, mais que tu puisses aller demander n'importe quelle information, n'importe quelle business intelligence ou data que tu as dans ton infrastructure. Aujourd'hui, en tant que développeur dans une entreprise, vous n'aurez sûrement pas accès aux outils d'analyse de vente, ou en tout cas à ces dashboards-là. Imaginez-vous que vous déléguez ces accès à une IA centrale et que n'importe quel employé, selon son rôle, il puisse poser des questions et avoir les informations pré-processées et sous forme clean. C'est la vision de VP Chat. Il n'y a pas que nous qui avons cette vision-là. Nous, c'est juste que chez VP, on a décidé de le reconstruire en intérieur, enfin à l'intérieur, en interne. Mais il y a plein d'autres entreprises qui vendent ça un peu sur étagère pour que les entreprises installent ça chez eux et aient un AI Assistant central. Yes. Le Semantic Search, on en parlait tout à l'heure. Sur une des plateformes de VP, il y a une plateforme qui s'appelle Return. Et en fait, c'est une plateforme nous, à l'innovation, on a managé pendant longtemps. Donc, on avait vraiment, nous, la main de ce produit-là, de ce projet-là. Et ça nous a permis d'expérimenter. Donc, on a rajouté un tout petit bouton. Et ce tout petit bouton, en fait, il permettait de faire une recherche par similarité entre le produit sur lequel on a cliqué et tous les autres produits qui étaient disponibles dans ce catalogue. Ce qui est trop cool, c'est que ça fonctionne presque en un claquement de doigts, et c'est vraiment pas compliqué à mettre en place, quoi. Par contre, pour l'utilisateur, ça donne une super plus-value. Un projet qui a pas mal évolué depuis le temps. Merci les nouveaux employés, j'ai dit les nouveaux membres du lab. Ce projet de modération de contenu, c'est un projet qui est une expérimentation pour mettre à l'épreuve les modèles de vision ou les LLM, peu importe, enfin des modèles multimodaux, pour savoir à quel point ils sont capables de modérer le contenu qui arrive sur VP. VP, tous les matins on a des nouvelles ventes, les catalogues c'est parfois des dizaines de milliers de produits, et on a des dizaines de ventes qui ouvrent tous les jours. Donc en fait, on a un lot d'images produits qui nous arrivent tous les jours qui est énorme. On reçoit en fait de nos fournisseurs un WeTransfer avec 200 000 images. Bon, ces 200 000 images, est-ce qu'elles respectent bien l'ensemble des guidelines VP? Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, une photo qu'on considère pas assez bien shootée? Est-ce qu'il y a des produits peut-être qui ont des matières qu'on ne veut pas vendre? Je ne sais pas, du cuir animal, ou bref, plein de choses comme ça. On a énormément de règles qui permettent d'avoir une certaine qualité sur les produits qu'on propose. Et du coup, nous, on s'est dit, si on encodait et si on incrustait toutes ces guidelines qui sont dans des PDF et autres partout dans la boîte, et qu'on faisait passer toutes les images du fournisseur, est-ce qu'on arrive à flaguer celles qui sont OK, not OK? L'ensemble des catégories qui sont ici, c'est les catégories trouvées dans les 16 fichiers que j'ai envoyés. Et en fait, c'est un dossier que j'utilise qui trigger presque toutes les catégories. C'est juste pour vérifier que ça fonctionne bien. Donc, aujourd'hui, ou en tout cas quand les nouveaux membres du lab qui viennent de l'ETNA sont arrivés, je leur ai présenté ce projet. Je leur ai dit,
Je suis capable aujourd'hui de modérer une image toutes les 2 secondes. C'est pas suffisant pour le business. Comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Merci les gars, vous êtes descendus à 10 millisecondes, enfin 0,1 seconde par image. C'est encore trop long, oui. Non, mais concrètement, c'est le genre de choses qu'on peut faire vraiment très concrètement au lab. On commence par une idée, on essaie de développer le projet, et ensuite on essaie de le faire matcher avec les besoins business. On essaie d'arriver à avoir le niveau qu'il nous faut. Et dernier projet avant qu'on se quitte, ça c'est une partie qui est vachement plus R&D, où en fait on essaye de comprendre nos utilisateurs, on essaie de comprendre les actions qui se passent sur le site et on essaie de faire en sorte de réussir à encoder ces actions. Et quand je dis encoder, dans votre tête, normalement ça a du ring sur les vecteurs et sur les embeddings, et c'est exactement le cas. En fait, on explore, les vecteurs ne sont pas faits pour ça, néanmoins, on se demande, est-ce que si par exemple, l'ensemble des interactions que quelqu'un fait sur notre site, quand par exemple il visite une page, si on encode « j'ai visité la page avec le nom du produit, ça m'a intéressé », si on encode ça, et qu'ensuite par exemple quand il met un produit dans son panier, on dit « j'ai été intéressé par ce produit suffisamment pour le mettre dans mon panier », et qu'on encode encore ça. Et peut-être j'ai terminé, j'ai acheté un produit, donc celui-là par exemple j'en ai plus besoin. Si on encode à chaque fois ces phrases-là et qu'on fait ça sur l'ensemble de nos membres et qu'on fait ça par jour, est-ce qu'au final on n'arrive pas à avoir un vecteur qui représente et qui encode ce que notre membre va vouloir demain? Est-ce qu'on peut poser des questions? Est-ce qu'on peut se dire à notre base membre, étant donné que c'est des vecteurs, est-ce qu'on peut dire trouve-moi tous ceux qui seraient intéressés par une vente Nike, mais uniquement sneakers type skateboarding? Ça, on le convertit en vecteur, on le compare avec notre base, et jusqu'à présent, on trouve que ça fait sens. On trouve qu'il y a des indices qui nous permettent de dire que cette technique a un fort potentiel pour comprendre nos utilisateurs, pouvoir parler de manière naturelle à notre base de données et poser des questions si on veut comprendre des choses, ou même par exemple faire du forecasting, c'est-à-dire j'ai une vente Etam qui arrive dans 2 semaines, j'ai déjà l'ensemble des produits, je les convertis en vecteurs et je demande de trouver les membres qui sont les plus affinitaires avec ces produits-là. Ici on a la répartition, on voit qu'il y a un certain nombre qui sont entre 90 et 100% d'intérêt, donc ça veut dire que ces membres-là, ils ont possiblement beaucoup d'intérêt pour cette vente. Je continue, si on compare cette vente avec une autre, on se rend compte qu'en fait, on a un overlap. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont intéressés autant par la vente à gauche que par la vente à droite. Et là, du coup, on peut aller voir le planning et leur dire vous avez un intérêt à faire en sorte que ces ventes ne soient pas au même moment dans le temps. Parce que si elles sont au même moment, il y a des gens qui sont intéressés par l'une et par l'autre, ils vont faire un choix et ils ne vont pas forcément acheter dans les deux. On est dans un e-commerce, on est dans un monde capitaliste, nous on aide à faire que ça vende. Mais la technique, elle est intéressante. Ça reste de la R&D, c'est pas encore appliqué, et c'est pas encore, ça va peut-être pas être appliqué directement. Néanmoins, voilà le genre de choses qu'on recherche. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous en ressortirez avec des petites idées, des choses qui vous permettront d'appliquer et la création d'applications GenAI. Amusez-vous, c'est l'Eldorado. Tout le monde est en train d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Vous serez sûrement plus mature là maintenant que certaines entreprises qui demain essaieront de vous embaucher, au moins vis-à-vis de ça. Donc mon seul conseil de vous donner, c'est appliquer votre curiosité à ce domaine. Jouer avec, monter en compétences, parce que c'est possible que demain, ça soit le besoin d'énormément de boîtes si cette tendance est bien validée. Jusqu'à présent, tous les signaux montrent que oui, donc n'hésitez pas à explorer et faites-vous plaisir. Merci. Merci à tous pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser directement. Et puis, bon après-midi à vous.